Je ne le connaissais pas avant 2001, lorsqu'il était président. Et en 2001, j'étais président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et je l'ai invité pour une audition publique devant mes collègues de la commission des affaires étrangères. Et il a fait une prestation excellente. Puis ensuite, à deux reprises, au moment de la préparation de l'élection présidentielle, où je suis allé à Abidjan deux fois pour le voir longuement. Dans cette préparation, il m'a fait état des trucages, des fraudes qui se préparaient dans le Nord en particulier. Il m'a donné deux énormes dossiers que j'ai ramenés à Paris, où on voyait que dans l'établissement des listes électorales, il y avait des fraudes monumentales. J'ai transmis ces dossiers à la fois au Parti socialiste et à des avocats. Je ne sais pas très bien ce que c'est devenu. Dans mes conversations à Abidjan, j'avais aussi dit à Laurent Gbagbo, cher président, il faut faire des élections. Il m'avait dit oui, et je lui avais dit le plus vite possible. Et il m'avait dit oui, mais il y a deux obstacles. Les fraudes sont massives dans l'organisation du scrutin au Nord, et deuxièmement, beaucoup de gens, en particulier dans le Nord, sont armés, les milices de M. Soro, et donc il y a deux problèmes à résoudre. Finalement, il a fait les élections, mais ces problèmes n'étaient pas entièrement résolus. C'est vrai qu'il y a, ce qui m'a le plus étonné, le plus révolté dans cette histoire, c'est que il y a une sorte d'acceptation, de consentement en France et sur le plan international. Il faut qu'il y ait des élections en Afrique, peu importe si elles sont fraudées. Une fois qu'il y a des élections, on les avalise. Et on ne fait pas la distinction entre les élections valides, il y en a eu, et heureusement il y en a eu beaucoup, on vient de le voir au Sénégal, on l'a vu récemment au Niger. Quant aux élections fraudées, peu importe, on y va. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le niveau de fraude a été énorme. Et ce n'est pas tellement le soutien à un homme, le soutien à Laurent Gbagbo qui m'a guidé. J'avais de la sympathie pour lui, mais ce qui m'a guidé ensuite, c'est le fait que les élections ont été manifestement truquées et que la communauté internationale, comme on dit à tort d'ailleurs, en particulier la France, a dit c'est réglé, allons-y, y compris par la force, pour imposer ce résultat électoral. Les accords de Kléber-Marcoussis qui ont été montés par le gouvernement français, c'est un scandale absolu. Et la gauche française, le Parti socialiste n'ont pratiquement pas réagi. C'est lamentable, mais on peut l'expliquer encore une fois par une très forte méconnaissance de l'Afrique et aussi par le fait que le Parti socialiste ne s'intéresse pas passionnément à l'Afrique. J'espère que ça va changer. Il est possible que ça change. Et là encore, il faudra écrire, il faudra raconter le cynisme du gouvernement français, et en particulier du président Chirac et du ministre De Villepin, par rapport à ces accords qu'on a imposés derrière son dos, alors qu'il était parti déjà, après la négociation de Kléber, pour déstabiliser définitivement ce pays et en même temps provoquer les élections qui devaient aboutir au départ de M. Gbagbo. Tout ça a été programmé, il y avait un but précis, virer Gbagbo, il y avait une stratégie, adouber ses adversaires dès le départ, et voilà tout ça sous le contrôle d'une présence militaire française qui bien entendu n'a rien fait quand il s'agissait de sauver des gens. Je pense à toutes les exactions qui ont eu lieu là où était déployée à la frontière nord-sud une partie de l'armée française ou de l'ONUSI qui a agi de la même façon. Et puis, voilà, tout ça est très cynique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les historiens, que les parlementaires, dont c'est le devoir d'investigation, puissent un jour éclaircir tout cela, car il y a énormément de faces cachées, de non-dits, de dissimulation dans toute cette aventure. Votre question sur les commissions d'enquête, 2 demandes formulées par moi-même et Paul Quilles, qui siégeait à la commission. Refus catégorique du président Balladur, qui présidait la commission des affaires étrangères, sur ordre du gouvernement. Pas question de commission d'enquête. Alors que nous avons obtenu une commission d'enquête, par exemple, pour les événements de Srebrenica. Nous avons obtenu une commission d'enquête ou une mission d'information pour les événements du Rwanda. Là, blackout total, interdiction que les parlementaires français mettent leur nez dans ce qui s'est passé à Abidjan, en particulier en Côte d'Ivoire, par rapport aux événements auxquels vous faites allusion. Il y a eu manifestement un interdit du Quai d'Orsay et de l'Élysée pour que les parlementaires soient à l'écart de l'investigation. Et il y en avait eu 2, non? 2 demandes, 2 refus. Dans quelles années? Ça, c'était entre 2002 et 2007, sous la présidence de M. Chirac et sous la présidence d'Édouard Balladur, président de la Commission des Affaires étrangères, qui est allé contre les intérêts du Parlement, ce qui est très rare. Très rare parce que, par exemple, quand nous avons demandé ensuite, entre 2007 et 2008, une commission d'enquête sur les infirmières bulgares prisonnières puis libérées en Libye, avec des aspects qui étaient assez curieux de la part du pouvoir français, on a obtenu immédiatement cette commission d'enquête. M. Poniatowski a joué le jeu parlementaire. Il était le président de la Commission des Affaires étrangères. Il a joué le jeu parlementaire, au contraire de M. Balladur, qui a censuré en quelque sorte le travail parlementaire. Au sein du Parti socialiste, le couple Ouattara a mené un lobbying absolument considérable. Madame Ouattara, qui est d'origine française et qui a beaucoup d'amis, qui a beaucoup à droite, à gauche, a fait un travail absolument énorme de lobbying, je répète, et petit à petit, elle a convaincu un certain nombre de dirigeants socialistes, je pense à Dominique Strauss-Kahn et d'autres, Laurent Fabius, que Ouattara c'était l'avenir et que Gbagbo devait partir. Et donc, le Parti socialiste s'est divisé à partir de ce lobbying. Je dois dire que dans la communication en général, Laurent Gbagbo a été très faible et n'a pas eu les relais suffisants. C'est une question de moyens. Madame Ouattara a une fortune colossale et à partir de là, elle est intelligente, très active, très politique et elle a fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, un certain nombre de socialistes sont tombés dans le panneau. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une question de moyens, une question d'argent, hélas. Et ensuite, elle a profité de ce que j'appelais l'ignorance abyssale des questions africaines de la part d'un certain nombre de socialistes. Je ne parle pas là de Strauss-Kahn ni de Fabius, qui connaissent très bien l'Afrique, mais qui, ont été finalement fascinés par, et convaincus en tout cas par les arguments d'Alassane Ouattara et de son épouse. Alors il venait du FMI en plus, donc c'était un personnage crédible, et ça le reste. Mais la volonté de prendre le pouvoir était plus forte que le reste. Gbagbo, avec ses qualités et ses défauts, était un peu une exception en Afrique de l'Ouest.
Et donc, il y avait beaucoup d'habitués en France, à gauche, à droite, surtout à droite, mais qui ne supportaient pas cette exception. Et alors, l'un des pires ennemis de Gbagbo dans cette période, ça a été tout de même le président Chirac, qui effectivement, avec ses ministres des Affaires étrangères, n'admettait pas qu'il y ait une personnalité à part, plutôt de gauche, plutôt socialiste, au sein de cette région, très contrôlée, très regardée par la France. Il y a eu ce phénomène. Mais moi, je n'excuse pas les dérapages du pouvoir ivoirien sous la présidence de Laurent Gbagbo. Il y a eu des dérapages, il y a eu des erreurs considérables, mais pour l'essentiel des événements les plus graves, les enquêtes n'ont pas abouti, les enquêtes n'ont pas été faites, et il faudra connaître sur toutes ces années l'exacte vérité. Moi, je ferai en sorte que, le moment venu, on puisse aller jusqu'au bout de l'investigation, par exemple sur les événements qui ont abouti à la destruction des avions après l'attaque contre les militaires français qui a fait 9 morts, etc. Il y a des éléments extrêmement troubles. On sait très bien qu'en Afrique sévissent des officines, des barbouzes, des gens de sacs et de cordes, et que ces gens-là se mêlent parfois aux officiels, y compris dans le camp français. Donc il faudra connaître toute cette vérité. Mais j'espère que Laurent Gbagbo pourra très largement, au cours du procès de La Haye, évoquer un certain nombre de choses qu'il nous avait déjà dites, mais qui n'étaient pas exprimées publiquement sur tous ces sujets. Donc, mais moi, je suis dans cette affaire, j'essaie de tendre à l'objectivité. Je ne suis pas manichéen. Je ne fais pas partie des pro-Gbagbo contre les autres. Beaucoup de socialistes sont devenus pro-Ouattara ouvertement contre tout le reste. Bon, et c'est une erreur. Vous savez, il y a une grande méconnaissance de l'Afrique dans les partis politiques français, aussi bien à droite qu'à gauche, et y compris au Parti socialiste. Il y a un certain nombre de gens qui prétendent connaître l'Afrique et qui ne la connaissent pas, qui parlent de l'Afrique et qui n'ont aucune raison de le faire parce que leur méconnaissance est abyssale, y compris parmi certains dirigeants ou responsables de la rue de Solferino. On le voit encore aujourd'hui. Et justement, il a fait beaucoup, il a suscité beaucoup d'espoir. Sa carrière, ou en tout cas son aventure personnelle, le fait qu'il ait été responsable politique, mais ensuite exilé, longtemps chassé par le pouvoir de l'époque, Houphouët-Boigny, et puis ensuite son retour, les turbulences des successeurs de Houphouët-Boigny, les événements tragiques qui sont survenus, on a fait un personnage qui a vraiment vécu, qui a une vraie histoire, qui a des convictions, mais dans la pratique, dans l'exercice, parce que probablement il était mal entouré, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais il supportait le poids d'une hostilité, je ne dirais pas internationale, puisqu'au contraire, vous dites au début, au sein de l'international socialiste, il suscitait beaucoup d'espérance. Mais tout de même, il était l'intrus dans cette région d'Afrique. Et comme intrus, il a indisposé, il a bousculé les idées reçues, et il s'est construit toute une série d'ennemis, en plus, qui étaient manipulés par les forces hostiles à Gbagbo, et en particulier le phénomène Ouattara. Il y a eu beaucoup de contradictions dans la gestion des questions africaines de la part de la gauche au pouvoir entre 1981 et 1995, c'est-à-dire pendant les 14 années de François Mitterrand.
il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes. Et on a oscillé entre diverses appréhensions de la question africaine, la manière de traiter les pouvoirs en place. On se rappelle tous de la chute de Jean-Pierre Cot, premier ministre de la coopération à partir de l'élection de François Mitterrand en 1981, qui a voulu mettre un terme à ce qu'on appelait déjà à l'époque la France-Afrique. Donc son aventure, alors que Jean-Pierre Cot était quelqu'un de très bien, de très intelligent, a ressemblé étrangement par la suite, ou plutôt l'aventure de Jean-Marie Bockel, licencié par le président du Gabon et par le gouvernement français de son poste, parce que lui aussi avait osé mettre en cause la France-Afrique, et même si M. Bockel était moins performant intellectuellement que M. Jean-Pierre Cot, ils ont subi la même aventure et la même brièveté aussi dans l'exercice de leur mandat de ministre de la Coopération. Donc il y a eu des oscillations, il y a eu un traitement un peu chaotique. Je ne pense pas qu'avoir fait de Jean-Christophe Mitterrand le Monsieur Afrique de l'Élysée ait été une bonne idée. Je le dis alors que je suis un mitterrandiste pur sucre. Et très franchement, s'il y avait quelques reproches à faire à François Mitterrand, il y a celui-là. Guy Pen, par contre, a été réglé intelligemment un certain nombre de problèmes. Voilà, je pense que si la gauche a péché parfois dans le traitement des questions africaines, c'est plus par méconnaissance que par idéologie ou entêtement. Il est impensable de calquer exactement nos méthodes, nos systèmes, nos constitutions, nos pratiques politiques, d'exiger des pays africains qu'ils nous copient de manière conforme. C'est ridicule et lamentable. C'est même une certaine forme de néocolonialisme de prétendre qu'il faut exporter tous nos systèmes, etc., parce que nous-mêmes, nous avons des travers en matière de corruption, et par conséquent, on n'a pas de leçons à donner. La caricature du discours de Dakar de M. Sarkozy, écrit par M. Guénaud, qui est un discours raciste, c'est pas tellement ces petites phrases sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, c'est déjà scandaleux. Mais ce qui est incroyable dans ce discours, c'est qu'il y a 15 pages de donneur de leçons aux Africains. Il commence par dire dans son discours « je n'ai pas de leçons à donner » et les 15 pages, il ne fait que ça. Donc ça, c'est vraiment une pierre très noire dans la relation franco-africaine. Ce discours de Dakar est une abomination. La présence de Gbagbo à La Haye, admettons, d'ailleurs il y a un procès qui va avoir lieu, etc. Mais l'absence de Soro à La Haye, lequel Soro est toujours Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ça saute aux yeux, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Personne n'a le courage de le dénoncer, parce que ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Bon, mais un certain nombre d'entre nous continueront à le faire. Je répète, La Haye, Gbagbo, Soro, Premier ministre à Abidjan. Voilà. Et si un socialiste ne se scandalise pas de cet état de fait, pour moi, il n'est pas socialiste.